Oui, cette année, on a cette particularité qu'on a déjà eue dans toutes les autres conventions, que ce soit le patrimoine immatériel ou la diversité, où il y a une partie qui se déroule en Chine, dont le président et la directrice du patrimoine mondial sont sur place, et le secrétariat, c'est-à-dire l'UNESCO, est à Paris, et tous les autres membres, c'est-à-dire les 21 membres du comité, représentants de certains États, plus les observateurs, sont en ligne, avec une modalité assez spéciale. On a à peu près plus de 1000 personnes qui peuvent parler pendant la réunion de manière interactive. Donc ça, c'est un défi technologique aussi pour l'UNESCO. D'accord, mais ça, ce sont les avantages finalement des conférences en ligne. Oui, on a dû s'habituer et aujourd'hui, on est mieux préparé que lors des premières réunions il y a plus d'un an et trois. Cette réunion est quand même, et il est important de savoir, depuis une dizaine d'années, est retransmise en direct. Donc, toute personne a accès à voir ce qui se passe dans la réunion intergouvernementale et c'est la réunion la plus grande au niveau des membres qui participent de toutes les conventions existantes à l'UNESCO. Quand un État membre, ou un État partie dans ce cas-là, ratifie ou adhère à une convention, cela veut dire qu'au niveau national, ils doivent mettre en œuvre toutes les dispositions qui sont dans cet instrument normatif. Et la plus importante, c'est la conservation, c'est-à-dire si un site est classé, c'est l'État partie qui doit se charger que ce site maintient cette valeur universelle pour laquelle elle a été inscrite. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la responsabilité, elle ne retombe pas uniquement sur l'UNESCO, mais c'est plutôt sur l'État partie et l'aide internationale qui peut être mise en œuvre si jamais ces sites, comme c'est le cas quand c'est des sites en conflit, on les a vécus récemment dans beaucoup de pays, l'Irak, la Syrie, ou aussi Jérusalem comme exemple, où effectivement, c'est tous les États membres qui se font responsables d'assurer que la conservation et la sauvegarde de ce patrimoine soient présentes pour la communauté. Et je vous dirais que c'est sans doute une des missions les plus grandes. Et après, vous avez dit toutes les retombées que cela signifie pour un État. Effectivement, vous l'avez dit, il y a une chose de renommée, donc un site qui est classé. Vous allez voyager dans ces sites et vous allez voir l'UNESCO ou le label du patrimoine mondial partout, parce que c'est un label prestigieux. Mais cela signifie aussi, bien sûr, un tourisme contrôlé, et non pas de masse comme on l'entend, qui puisse assurer le maintien de ce site pour les années à venir. Donc, retombées économiques, bien sûr. Pour la communauté, c'est aussi des emplois. Pour le pays, c'est des spécialités, des formations qui se font autour de la conservation. Pour les universités, puisque l'UNESCO travaille avec des chaires universitaires qui font toutes les recherches, et aussi des centres de catégorie 2 qui sont très spécialisés dans ce travail d'échange avec la communauté et les scientifiques.